Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Elisabeth Landy. Bonsoir, Barbara Argent-Midi. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Vous venez avec un cadeau, vous venez avec un bébé, on appelle ça des bébés, un petit livre, Anti-pom-pom à Foya, la grammaire décoloniale d'Aimé Césaire. Elisabeth Landy, vous êtes agrégée d'histoire. Je vais donner votre CV un peu long, mais professeur de chaire supérieure en classe préparatoire littéraire au lycée de Bellevue, je ne savais pas que ça existait. Membre du comité de rédaction de l'association Oliwon-la-Caraïbe. Oui. Et d'ailleurs, qui a quelque chose à voir avec ce texte, puisque c'est une conférence que vous avez donnée en avril 2023, le 16 avril 2023. En fait, c'est une promenade dans Fort-de-France. Une promenade dans Fort-de-France, oui, la traduction anti-pom-pom, une promenade à Fort-de-France. Vous êtes aussi membre du comité scientifique de la FME, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. On parle peu, enfin, si ces jours-ci on en parle parce qu'il y a ce projet de monument avec tous les noms des individualités, en fait, des gens à qui on a donné un nom, les esclavisés à qui on donne un nom en 1848. Mais c'est vrai qu'il y a un travail de fond qui est fait. Hein. Oui, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage existe maintenant depuis 4 ans, 4-5 ans, et qui fait, au niveau de l'Hexagone, qui fait un travail très important pour faire comprendre à l'opinion publique que l'histoire des territoires outre les mers, c'est l'histoire de France. Que l'histoire, ils ont du mal à comprendre ça. Hein. Ben oui, ça commence à aller mieux. Ça commence un peu à aller mieux si on regarde les choses en profondeur, pas si on regarde les journaux télé en continu. Mais dans l'éducation nationale, par exemple, ça commence à aller mieux dans... Il y a eu la loi Taubira, notamment. Alors, il y a eu la loi Taubira, mais il fallait des actions symboliques. Et puis, par exemple, il y a des concours qui mobilisent les écoles, des écoles primaires, des collèges et des lycées. Il y a des actions aussi des collectivités, notamment là où il y a une diaspora importante. Et aujourd'hui, il y a des membres de la diaspora qui sont élus, donc les choses bougent quand même, malgré tout. Et le président de la FME, Monsieur Jean-Marc Ayrault s'implique beaucoup. L'ancien maire de Nantes qui était déjà très actif sur ça. Premier ministre et qui a justement sur Nantes a été l'un des premiers à assumer cette histoire. De l'abolition. Exactement. C'était la première ville négrière française. Et il s'implique beaucoup. Et cette année, notamment dans les problèmes de la réparation, dans cette problématique-là, il a fait un texte important, je trouve, et sur la dette haïtienne. D'accord. Oui, parce que l'histoire d'Haïti aussi, qui est occultée. Et qui est fondamentale dans l'histoire de France, qui est fondamentale. Dans l'histoire de la France d'Ancien Régime, elle est fondamentale. Tout à fait. Il y a Marcel Dorigny à l'époque qui a fait un travail formidable. Il est décédé. Voilà, sur la place d'Haïti, la relation, effectivement, Haïti-France. Mais là, on va parler, quoique, on parle de ces choses-là à travers, finalement, la toponymie, à travers les rues, à travers Foyal, comme vous dites, la grammaire décoloniale d'Aimé Césaire. Donc, il y a la grammaire décoloniale, mais d'Aimé Césaire. Donc, c'est une promenade à travers Fort-de-France, à travers les rues, on voit le nom des rues. Et ce livre, effectivement, il répond à une problématique actuelle. Il fait écho, alors il a peut-être été fait dans la continuité de ça. Il y a eu le déboulonnage des statues. Il y a eu Joséphine, il y a eu des Nambucks. Enfin, il y a eu d'abord Victor Schellcher, Joséphine et des Nambucks, mais pas que. Il y a des noms qui sont dans l'espace public foyalais, comme Blénac. Qui peuvent interroger. D'ailleurs, vous interrogez. Il y a et vous liez ça à Césaire. Alors peut-être un mot précisément les mots grammaire décoloniale ou grammaire architecturale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qui vient... Alors, évidemment, la grammaire, c'est un terme qui vient de la linguistique, évidemment. Grammaire urbaine. Aucune langue ne peut se parler si elle n'a pas une grammaire. C'est ce qui ordonne les mots, la syntaxe, etc., le vocabulaire. Alors, on parle de grammaire urbaine très, très souvent chez les urbanistes. C'est la manière dont la ville s'organise avec, disons, des termes très précis dans leur jargon. Et la grammaire de Césaire, c'est la lecture que Césaire a fait de la ville et la volonté de faire de cette ville un lieu d'émancipation. Non pas un lieu où l'histoire nous accable et nous écrase, mais un lieu où justement on prend appui dessus pour aller vers une renaissance, vers justement une décolonisation à une époque où il n'y avait pas d'argent pour cela, où il y avait énormément de priorités sociales, où il y avait un exode rural important, la ville de Fort-de-France a doublé, et donc les problématiques du patrimoine n'étaient pas vraiment centrales. Donc lui,
il va jouer avec les noms des rues, avec les noms des places, avec les monuments. Il les déplace, il ne les déplace pas parfois, il impose des silences, il des contradictions. Laisse en place, il donne à réfléchir, il propose des contre-monuments. C'est l'un des premiers à proposer des contre-monuments. Le premier contre-monument, le premier nouveau récit de la Révolution, c'est la Révolution haïtienne avec le monument Le Nègre Marron de Port-au-Prince, qui date de 67, de Mangonès. Et le deuxième, c'est Fort-de-France. C'est la Négresse marronne de Trinel, qui prend le contre-pied de Victor Schœlcher et qui se comprend par rapport à Victor Schœlcher, comme Victor Schœlcher se comprenait par rapport à Joséphine. Donc, il a une attitude de pédagogie, de lenteur, Aimé Césaire. Il n'est pas dans l'action immédiate, comme par exemple ce que provoque un déboulonnage, mais il veut donner un autre récit. Il propose des contre-récits, il propose des contre-réflexions. Oui, mais il faut pouvoir lire ça. Ben, c'est pour ça que j'ai fait le livre. Oui, il faut pouvoir effectivement décrypter. Tout à fait. Et alors, une autre, la porte du tricentenaire, par exemple. Un contre-récit, la porte du tricentenaire, effectivement, qui a la gloire, de la colonisation, et donc qui est transformée par l'œuvre de Coco. Par une porte de la Renaissance, avec des pans de murs. Une fresque. De la fresque de Coco René Corail, qui montre, alors il semblerait que ce soit des Amérindiens, c'est ce qui a été dit. Et donc, quand on franchit cette porte en 1935, on entrait dans l'assimilation et dans la gloire à la colonisation. Alors, ce qu'il a voulu faire, c'est justement de déconstruire cette affaire-là et de rentrer dans une porte qui vous libère, dans une porte qui annonce une renaissance d'un nouveau peuple. Et alors, Joséphine, à l'origine, Joséphine était au centre de la savane. C'est ce que vous décrivez. On a oublié ça. Moi, enfant, j'ai connu Joséphine décentrée. J'ai connu Joséphine décentrée. Et vous le racontez. Donc, Joséphine, il a laissé Joséphine, mais il a décentré Joséphine. Joséphine était au centre depuis 1859. C'est important de donner cette date parce que ça correspond à une période où la démocratie avait été galvaudée en France et où c'est le Second Empire, le petit-fils de Joséphine qui est sur le trône, qui s'autoproclame empereur Napoléon III. Et à ce moment-là, cette période-là, c'est une période de recul démocratique en France, mais ici encore plus, avec l'arrêté Guédon sur le plan du travail, mais aussi l'arrêt du suffrage universel qui avait été instauré en 1948. Et cette volonté de mettre Joséphine au centre de la savane, c'est une manière de dire que finalement les structures mentales, les structures sociales et les structures économiques de l'économie de plantation n'ont pas changé. Et que c'est le monde créole, des créoles, des blancs créoles, qui domine et qui continue. Donc quand Césaire déplace Joséphine, il l'enlève du centre, il l'enlève du cœur des Martiniquais, il la met dans l'ombre, dans une contre-allée. Il ne la déboulonne pas, mais il la met dans une contre-allée. C'est-à-dire qu'il prépare aussi les générations futures à ne plus la voir comme étant au centre du récit, non pas elle en particulier, mais ce qu'elle représentait. Mais pourquoi il la laisse là? Oui, parce qu'il ne pense pas que le déboulonnage soit d'ordre pédagogique, quelque chose qui... Il préfère inscrire les strates de l'histoire. D'accord. Après, Joséphine, en 91, est décapitée. Et il ne remet pas la tête, il la laisse là comme un témoignage d'un moment, comme un témoignage d'une réaction et qui va faire sens. Elle faisait sens, sans sa tête, elle était devenue un nouveau personnage. Et elle dit autre chose. Oui, tout à fait. Elle dit autre chose de notre histoire. Elle avait failli perdre sa tête vraiment. En 1794, elle avait échappé à la guillotine. Et là, en 91, 2 siècles plus tard, elle est décapitée. Et alors, mais parce que pour lui, c'est important d'accumuler des strates de sens, de compréhension. Et il faut pas éradiquer... il ne faut pas occulter. Parce que pour lui, c'est soubresaut. Voilà, le patrimoine, c'est un langage. Enfin, ce type de patrimoine, en tous les cas. C'est un langage qui s'établit avec la population et il ne veut pas effacer pour construire. Et alors, sur Schœlcher, je n'ai pas été convaincue par vos arguments. Parce que vous dites, il laisse Schœlcher, parce que, effectivement, mais Schœlcher, pour lui, il inscrit quand même, il peut être critique. C'est ce que vous dites, il me semble. Non, je dis que la statue de Victor Schœlcher est critique. Il l'a critiqué dans la commande qu'il fait ou dans le travail qu'il fait en commun avec Coco René Corail, puisqu'il propose un contre-récit de l'abolition de l'esclavage. Alors on dit statue pour aller vite, mais ce n'est pas une statue à Trinel, c'est un bas-relief. Dans le bas-relief de Coco René Corail,
c'est le récit contraire de l'abolition de l'esclavage, c'est-à-dire c'est une abolition conquise, c'est pas une abolition octroyée, c'est une abolition où on doit se battre pour obtenir la liberté, c'est une abolition... En plus, c'est une femme. Mais non, mais je veux dire, la statue qui a été déboulonnée là, dans le square... il ne l'enlève pas parce qu'elle est en résonance. Quand les républicains mettent cette statue, aucune de ces statues n'a été voulue par le pouvoir français. Enfin, en tous les cas, Schellcher et Denenbuch. Aucune des deux. Quand les républicains installent cette statue devant le palais de justice, c'est une réponse à Joséphine. C'est une réponse au pouvoir blanc des colons. Donc, enlever Schellcher, c'est ne plus avoir la réponse républicaine. La réponse républicaine. Quand il met en 71 le bas-relief de Coucouronne et Corail, c'est une réponse à Victor Schellcher. C'est le contraire de Victor Schellcher. Mais même dans le matériau. D'un côté, c'est le marbre qui est quand même un matériau d'élite, un beau matériau, le marbre de Carrare. De l'autre côté, c'est du fer. Du fer. Oui, du fer forgé, c'est rugueux. Et alors, il y a des silences. Il y a Bicêtre. Ah oui, c'est le grand silence. C'est le grand silence parce qu'il honore Volney-Fabien, il honore... Mais il est très dur avec Bicêtre, alors même que Bicêtre, il est devenu abolitionniste. Bicêtre, c'est la répression de 1822. Il a trahi parce qu'il a fait une alliance, effectivement. Il a trahi. Mais il est fidèle en cela à tous les républicains martiniquais depuis 1870. Oui, pour le coup, il est assez conciliant avec Blénac, pour le coup. Alors il laisse Blénac dans l'espace public, alors que certaines demandent... dans l'espace public, alors qu'on lui a demandé d'enlever. Et j'explique un peu pourquoi. Il laisse Blénac, c'est à la fois le fondateur de la ville. Donc, c'est pas un éloge à Blénac. Il connaît l'histoire de Blénac. Bon, il était aussi pour l'esclavage. Enfin, il n'était pas... alors, à ce moment-là, il faut détruire le Fort Saint-Louis aussi. Oui. Donc, il laisse Blénac parce que Blénac, c'est à la fois le fondateur de la ville. Il a les deux plans. Mais c'est ces contradictions aussi, peut-être, à Césaire. Mais attendez, tout homme peut-être, mais je veux dire, il ne s'agit pas de dire il a raison ou il n'a pas raison. Il s'agit juste de dire, voilà. Et parce que Blénac, à un moment donné, a symbolisé la lutte contre ce qu'il appelait les féodalités créoles. Oui. Au nom de la monarchie de Louis XIV. C'est quand même fort, mais c'est comme ça. Et donc, c'est grâce à Blénac, si je puis dire, que Fort-de-France est devenue la capitale administrative. Oui. Et Saint-Pierre est resté la capitale économique. C'est compliqué à comprendre, mais il faut accepter aussi, alors ça ne veut pas dire que toutes les générations doivent faire la même chose, Bien sûr. Il faut accepter cette lecture qu'il fait en tout cas, ville de Fort-de-France. On ne va pas épuiser le sujet, sinon on va lire tout le livre et il ne s'agit pas de le faire sur un plateau de télévision en 12 minutes. On va inciter ceux qui nous regardent à aller le prendre, à l'acheter dans les librairies. Donc c'est un petit livre qui se lit facilement et qui permet de découvrir, donc anti-pom-pom, Alors c'est pas un livre pour enfants, parce que beaucoup de gens me disent anti-pom-pom. Non, c'est créole qu'il a, quoi. Ouais, voilà, anti-pom-pom, c'est on nous fait en promenade. C'est la promenade. En créole, ça dit pom-pom. Très bien, voilà. Elisabeth Landy. Et puis, il y aura des conférences et puis les livres, ils se trouvent... Il y a déjà la présentation officielle à Caïmette, jeudi soir à 18h. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth Landy. Donc, Anti-Pom-Pom-Affoya, la grammaire décoloniale d'Aimé Césaire. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.